Ok. Donc on va reprendre. Je vais partager mon écran. Et on va refaire une application serveur web. Pour l'instant, on va se concentrer là-dessus, d'accord. On va mettre quelques boutons. Par exemple, on va remettre la même chose que tout à l'heure. Ok. On va aller enregistrer tout ça. Donc on a mis quelques composants, pardon. On l'a vu tout à l'heure, quand on exécute l'application, le loop de mon application reprend bien donc, ce que j'ai créé et aux positions auxquelles j'ai positionné mes composants, d'accord, auxquelles j'ai mis mes composants. On voit bien ici, il y a bien les mêmes espacements, la même position par rapport au bord de la page, d'accord, ici et à l'exécution. Donc ça, c'est dû à une chose, en fait, si je m'amuse à regarder sur les propriétés de ma fenêtre, ma page web, en fait, j'ai une propriété qui est une propriété layout. Si je regarde sur layout, en fait, je vais avoir un type de layout, d'accord, et je vais retrouver absolu XY layout, ce qui veut dire qu'il va tout simplement positionner les composants, en fait, en fonction des coordonnées X, Y des composants, en jouant avec les CSS et tout ça, pour pouvoir positionner exactement les composants au même endroit. J'ai possibilité d'avoir d'autres layouts, et notamment le flow layout. D'accord. Et si je prends le flow layout, par exemple, on va se rendre compte voilà, que là, dans ce cas-là, les composants vont venir tous les uns en dessous des autres, d'accord, vont se positionner les uns en dessous des autres directement. Ça peut le faire. Et si on regarde également dans les propriétés de la fenêtre, on va voir qu'on a une propriété alignement. Par défaut, c'est à Agenone, et je peux avoir left, center, right ou inherit. Et donc cet alignement va être pris en compte dans le cas du layout, du flow layout notamment. Si je m'amuse à mettre un AG Center, on voit bien cette fois que mes composants sont bien tous centrés, d'accord, directement. Ok, alors c'est pas le bouton est centré, parce que le bouton est positionné par rapport aux autres, mais le centrage se fait par rapport aux composants plus grands, d'accord. Et donc je pourrais de cette manière-là utiliser par exemple le right, même si je suis d'accord, une partie sur la droite, tout simplement parce que ici j'ai une partie sur la droite de mes composants. Donc je pourrais jouer avec les layouts et avec les alignements de manière à ce que mes composants soient positionnés différemment. D'accord. Il faut savoir également qu'on a un composant qui est un composant panel, d'accord, donc qui me permettrait de contenir également différents composants. Je peux sur ce composant-là, comme dans le Studio en fait, on voit bien que c'est bien
composants sont bien intégrés au panel. D'accord. Attention à une chose également, si on exécute l'application, on s'amuse à regarder le code source de l'application. Alors, pardon, je vais revenir sur le layout. Hop. Y. Alors, est-ce que c'est parce que c'est Chrome qui ne le fait pas? Qu'est-ce qu'il me fait? Ça fait beaucoup plus. Non, alors, c'est pas grave, donc ça va me permettre de montrer. Quand vous êtes dans exécuter ici, d'accord, les deux boutons exécuter, en dessous vous avez, sur la droite vous avez une petite flèche, d'accord, et vous avez possibilité de configurer les navigateurs. D'accord, par défaut, si vous ne le faites pas, il exécutera le navigateur par défaut, mais ça peut être pratique, du coup, certaines fois. On va juste récupérer, c'est pour okay. De paramétrer le navigateur qu'on souhaite utiliser. Donc si on va là ici, dans le navigateur, j'ai possibilité tout simplement de rajouter un navigateur. Pour ça, je lui mets un nom et je vais tout simplement faire parcourir pour aller chercher l'exé qui est concerné. Hop. Ok. Oui, alors je n'oublie pas. Quand je fais les modifications ici, d'accord, d'ailleurs si, bon là j'ai pas fermé, donc c'est pour ça qu'il ne m'a pas posé la question, mais si j'avais fermé, ils m'auraient posé la question. Ici j'ai une flèche verte, d'accord, qui me permet d'appliquer les modifications, donc j'oublie pas de le faire. On va également juste vérifier le répertoire. Coller, ce sera plus simple. Et on va mettre Chrome. Ok. N'oublie pas de faire appliquer. Donc celui qui est pas, on va cocher par défaut pour que ça soit Chrome, d'accord. Celui qui est coché, c'est celui qui est par défaut. Donc si j'exécute ici, bien entendu, j'exécute Chrome, mais j'ai possibilité maintenant du coup de sélectionner dans la liste et de faire des bugs avec Internet Explorer. Non, il ne le fait pas. Ok. Attention à la propriété en fait qui est ici, Use Pixel Trans, qui par défaut est à true malheureusement, et qui peut vous générer pas mal de code en fait qui est normalement là, a priori il ne le génère pas tout le temps, ça j'avais pas fait attention, mais il va vous surcharger le code qui va être généré, et ça c'est utilisé avec des petites images en fait qui s'appellent Pixel Trans.
qui est plus là pour la portabilité par rapport aux anciennes versions de navigateur. Donc des fois, ça peut être bien de désactiver ça si vous voyez qu'il vous génère trop, voilà, avec des PNG de 1 pixel à chaque fois, là, pour pouvoir... par contre, je pensais qu'il le générait tout le temps à partir du moment où c'est coché, mais c'est pas le cas, a priori. Ok, faites-y attention, certaines fois, ça peut être... vérifiez bien le code qui est généré ou chose. Ok. On l'a vu tout à l'heure, lorsque je double-clique sur mon bouton, d'accord, j'ai possibilité ici de mettre du code, d'accord. Par contre, on est d'accord qu'ici, on est dans du PHP, ça reste du code PHP. Et lorsque je clique, j'ai bien un rechargement complet de la page. Je peux avoir besoin et décider que ça serait plus intéressant si j'utilisais Ajax, en fait, et si j'utilisais le JavaScript. Pour ça, si on regarde sur tous les composants, en fait, quand on regarde, ici on a la série de propriétés, d'accord. On va également avoir un onglet événements, c'est ici où on va trouver l'événement bouton un clic qu'on a généré par défaut. Donc on retrouve un événement en after show, un before show et un show. Et on a également un onglet qui est intéressant, qui est un onglet JavaScript. Dans cet onglet JavaScript, en fait, je vais retrouver toute une série d'événements. J'ai beaucoup plus d'événements maintenant, les événements standards, en fait. Et je vais pouvoir mettre du code, en fait, qui va être, par contre, cette fois, du code JavaScript. Alors, attention, du coup, je ne vais pas pouvoir utiliser les deux événements, d'accord. On va, par exemple, prendre sur un autre bouton. On va prendre le bouton qui est là, le bouton 3. Lui, il n'a pas d'événement de clic, d'accord. Et sur JavaScript, on va faire un clic. Et on voit bien ici, autant ici j'avais une fonction qui était une fonction classique, PHP. On voit ici que j'ai une fonction qui s'appelle bouton 3JSClick. Et on remarque au passage qu'on a la fermeture de ma balise PHP. On a la réouverture de ma balise PHP. Et entre les deux, c'est bien précisé dans le commentaire, je vais trouver en fait l'endroit où je vais positionner mon code JavaScript cette fois. D'accord? Donc là, on ne parle plus de code PHP, on va bien parler de code JavaScript. Et ce qui est intéressant, on l'a vu plusieurs fois hein, quand on a regardé le code source de... Là, par exemple, c'est que chaque composant va avoir un ID en fait qui correspond au nom du composant, ce qui va me permettre d'utiliser des fonctions JavaScript et notamment par exemple d'utiliser jQuery, puisque jQuery est intégré automatiquement, qui va me permettre d'accéder directement à mon composant même en JavaScript. Donc je pourrais très bien par exemple avec la syntaxe, donc si je veux utiliser jQuery, $, parenthèse, entre cotes, on va mettre dièse, et le nom du composant, 1 par exemple. Et là, lorsque je vais faire point, je vais tout simplement pouvoir accéder directement, j'ai même la complétion, avec les différentes propriétés, en fait, des fonctions JavaScript. Alors, on va vérifier si le texte, la propriété texte fonctionne ou s'il faut passer par la propriété base. Une bonne remarque. Donc là, cette fois, on va mettre JavaScript.
Ok, donc là, contrairement à cette fois-là où je fais du PHP, donc du coup je suis en JavaScript, donc plus moins supérieur, hein, c'est le point, tout simplement. Texte, mais je ne suis pas sûr qu'elle fonctionne, on va la tester en fait sur l'edit. Sinon on a la propriété val qui nous permettra d'accéder à la propriété principale du composant. Donc on est d'accord que quand je clique sur bouton 1, j'ai la mise à jour de mon edit, mais j'ai un rechargement complet de ma page. Quand je clique sur mon bouton 3, alors ma propriété est pas mise à jour. Attention également, on a oublié quelque chose. Si je reviens ici en conception, attention que les boutons ont une propriété par défaut, d'accord, qui est la propriété bouton de type, qui par défaut est à BT submit, ce qui veut dire qu'il y aura quand même de toute manière un submit qui sera fait quand je cliquerai sur mon bouton. Donc pour éviter ça, si je veux utiliser JavaScript, je vais le mettre en BT normal. D'accord. Oui, je crois que j'ai déjà eu ça. Attention à ça, des fois ça m'est arrivé. Voilà. Vous voyez, quand je suis sur la ligne, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a rien, alors que si je change de ligne, je vois bien que j'ai quelque chose. Ceci, non, c'est pas ça que je voulais faire. Je pense que le texte ne marche pas, donc c'est val. Donc ici, bouton 1, j'ai bien un rechargement complet, d'accord. Quand je clique sur le bouton 3, on voit bien que j'ai la mise à jour de ma propriété du composant, mais à aucun moment, en fait, j'ai le rechargement complet de la page. On voit bien la différence par rapport à un bouton 1, où j'ai le rechargement complet. Bouton 3, j'utilise Ajax. Et ça ne recharge pas ma page. Je pense que le texte, on va retester. Je pense que le texte n'est pas sur les non, c'est bien le bas. Bon, par contre, on est d'accord que à partir du moment où j'utilise ça, il va falloir également que je me penche sur le JavaScript pour savoir quelles sont les différentes choses et quelles sont les différentes fonctions, à quoi ça peut me donner accès et ainsi de suite. D'accord, mais on voit même que dans le JavaScript, en fait, on pourrait accéder aux composants. C'est pas toujours super simple, mais en tout cas aux fonctions principales, oui, dans une majorité de cas. Donc ça veut dire par contre que du coup, savoir si on va utiliser Ajax ou pas, c'est seulement l'événement qu'on va utiliser qui va déterminer ça. Si je reste sur les événements traditionnels, d'accord, c'est du PHP, mais par contre, rechargement complet de la page. Si je passe sur JavaScript, automatiquement, je vais utiliser Ajax. Donc à moi de choisir en fonction de ce que je vais vouloir faire. Ok, si on s'amuse ici, bouton type à le mettre en normal, le bouton 1, d'accord, qui est du PHP. On voit qu'on a quand même de toute manière on a quand même le rechargement complet, d'accord. Donc c'est pas juste le fait qu'il soit en submit. On fait une remarque. On était trompé dans le texte. Alors attention en JavaScript qu'on est case sensitive. On va retester, mais je pense pas que ça. Non, ça ne marche pas. Donc attention à la classe, hein, oui, en JavaScript, où là par contre il doit être sensible à la classe. D'accord, donc je peux. Alors ça peut perturber certains dans le sens où si je regarde à mon unité, en fait,
il y a du PHP et du JavaScript mélangés, d'accord. Je viens ici ma police PHP qui se ferme, mon code JavaScript qui est là, et je reprends le PHP. Mais bon, une fois que qu'on a pris l'habitude, ça ne pose pas de problème particulier, et surtout, on le voit que j'ai plus qu'à choisir l'événement qui m'intéresse, et automatiquement, je vais pouvoir faire le code qui m'intéresse. D'accord. Et donc, je vais pouvoir accéder aux différents composants, en fait. Je vais pouvoir accéder aux différents composants et on voit dans les événements qu'on a quand même pas mal d'événements au niveau JavaScript. Donc attention également à ce problème que j'ai déjà remarqué, c'est pas la première fois que je vois ça. Où quand on est sur l'événement, des fois, on ne visualise pas en fait le nom qui est bien là. Donc on voit que par rapport au Java, au PHP, où on a que très peu d'événements, en JavaScript, on a quand même beaucoup plus d'événements, et donc on a la possibilité de faire beaucoup plus de choses. D'accord. Pardon. Donc si on regarde, on a pas mal de composants classiques et traditionnels qu'on a l'habitude d'avoir, d'accord. On verra cet après-midi qu'on a des composants plus spécifiques HTML5. On va également avoir des composants d'accès aux données, d'accord. Si on regarde en fait dans les composants edit, par exemple, ça serait la même chose si on regardait dans les composants label. Je vais voir. De la même manière, que ce soit sur un label ou sur un edit, ça va être la même chose. Je vais avoir une propriété data source, d'accord, et une propriété data field. Donc, ce qui veut dire que je pourrais lier ou pas un composant à des accès aux données. D'accord. Donc, c'est pas comme la VCL où j'ai les composants liés, les composants non liés, d'accord, les DB edit et les edits, c'est les mêmes composants, un peu comme dans FireMonkey, qui peuvent être liés ou pas. D'accord. Pardon. Pour les accès aux données, en fait, on se rend compte dans Data Access qu'on a le même principe de fonctionnement que dans la VCL. Je vais retrouver un composant database, je vais retrouver un composant table, query, stormproc, et un composant data source. Pardon. Donc, je vais le faire de la même manière que j'ai l'habitude de le faire dans la VCL. Et on remarque également qu'on a un explorateur de données qui est basé sur DBExpress, d'accord. Au passage, donc ça veut dire que si je vais ici dans le répertoire où est installé le HTML5 Builder, Embarcadero, HTML5 Builder, 5.0. Dans le répertoire bin, je vais retrouver, comme je l'ai dans Delphi, un dbxdriver.ini, d'accord, qui va lister la liste des drivers. Donc si j'avais des changements à faire, notamment sur le nom des DLL librairies, sur les types de base de données, ça serait ici que je le ferai. Et de la même manière, un dbxconnection.ini, qui va me permettre de voir les connexions qui sont paramétrées dans mon explorateur de données. Le même principe de fonctionnement qu'on a dans RADStudio, si ce n'est que là, les fichiers INI sont dans le répertoire HTML5 Builder. Donc de la même manière, également, on va retrouver les différents DLL, DBExpress qui sont nécessaires pour la connexion aux bases de données. Ok, les DLL qui sont nécessaires pour l'explorateur de données, hein, pas qui sont nécessaires en déploiement. Hein. D'accord. Là, on parle de DBExpress seulement pour la partie explorateur de données dans l'IDE. En fait, il est basé sur DBExpress. On est d'accord que sinon, on utilisera les librairies PHP, donc il n'y a pas de souci avec ça. Donc, si on voulait, par exemple, on pourrait je dois avoir normalement on va vérifier que le service tourne, mais normalement ça doit être le cas. Base de données interbase qui tourne. Ok, c'est bien sélectionné. Ok. Donc ici j'ai interbase.
Alors oui, à chaque fois, je ne me rappelle jamais dans le programme. C'est command file. Non. Chaque fois, je ne me rappelle jamais où il m'installe la base de données d'exemple d'Interbase de Selenium. J'ai pris maintenant un Motorpark. Donc je vais pouvoir définir ici, je l'ai laissé chercher pour l'instant, définir la connexion à mes bases de données, d'accord. Donc on va définir une connexion à une base de données interbase. Donc je peux cliquer ici, ajouter une nouvelle connexion. Voilà, on va appeler par exemple le seconde B pour interbase, ok. Ici j'ai bien ma connexion. Une base de données, ok. Donc je vais modifier ma connexion, modifier la connexion. Et .gdb. GDB master key, je vais tester la connexion, ça passe bien, je fais OK. Alors, si je reviens ici, hein, je fais la connexion, je vais dans avancer. Je vais voir hein, ici j'ai les paramètres avancés hein, de connexion, si je voulais préciser le numéro de port, l'host, si c'était une connexion distante, et ainsi de suite. D'accord. Ça veut dire que du coup, si j'ouvre ici, je vais voir la liste de mes tables. D'accord, j'ai bien ma table employée, ok. J'ai bien mes différents champs. J'ai des possibilités de cliquer avec le bouton droit de faire récupérer les données, donc ce qui me permet de visualiser en fait hein, les données que j'ai, d'accord, ok, dans ma table. Et on va créer une nouvelle application. Je vais enregistrer ça. C'est pas ça que je voulais faire. Je vais faire une application, une nouvelle application que je vais aller enregistrer. Okay. Ok. Donc j'ai possibilité, l'avantage c'est que j'ai possibilité avec cet explorateur de données de faire des drag and drop directement de mon explorateur de données comme sur ma fiche, d'accord, sur ma page web, d'accord, comme je le fais dans Delphi, ça existe également dans Delphi. Et je vais en fait récupérer, il va me générer des composants, alors les composants de connexion bien entendu, mais également les composants d'affichage, et ça il va me les proposer pardon, en fonction de ce que j'ai défini ici. Alors sur l'ensemble de données, il n'y en a qu'un qui est possible, enfin non, il y a la Platinum Grid maintenant que j'ai installé la Platinum Grid, mais si vous n'avez pas installé la Platinum Grid, il vous mettra seulement le DB Repeater, d'accord. DB Repeater qui est un composant qui est ici dans Data Control. Pardon. D'accord, donc on va voir comment ça fonctionne justement. Donc sur l'ensemble de données, il n'y a que ça, sauf si vous avez la Platinum Grid. Et sur les champs, en fait, je vais avoir le choix, pardon, pas le champ, le choix des composants en fonction de ce que je vais choisir ici. Imaginons que je choisisse les composants edit. Dans ce cas-là, à chaque fois que je fais un drag and drop d'un champ, il me générera un composant edit, sinon label, et ainsi de suite. Donc si je fais un drag and drop d'employé, automatiquement, il m'a bien créé mon composant database. D'accord, on voit bien le lien vers dans ma base de données. D'accord. J'ai mon composant table qui est relié
à mon composant DB employé et qui dans table name a bien le nom de ma table. Et j'ai mon composant data source qui est relié à mon composant table employé. Et ensuite, j'ai un composant DB répéteur. Ce composant DB répéteur, c'est ce qui va me permettre, d'accord, si je m'amuse à regarder ici, en fait, si je cherche une grille, par exemple, en dehors de la Platinum Grille, parce que je l'ai installée, et sinon, je n'aurai pas de grille par défaut. Donc, c'est le DB répéteur qui me permettrait, à la rigueur, de créer une grille. Comment ça va fonctionner, en fait? Si je regarde ma rubrique employé, employé, d'accord, je tombe sur la liste de tous mes champs, et je peux faire des drag and drop de mes champs. Comme ici, j'ai défini label, automatiquement, il me prendra en compte des labels. Donc, si je fais un drag and drop de first name, il m'a bien généré un label, d'accord, qui est bien relié au data source DS employé 1, qui est là, d'accord, et qui a bien dans data field first name. Donc, si je prends d'autres composants, je fais les drag and drop, je vais avoir automatiquement les labels qui vont être créés. Ces labels, il va falloir que je les mette dans mon DB répéteur, d'accord? Donc je peux le faire ici dans la structure directement. Et le DB répéteur, en fait, ça correspond à la ligne de la donnée, l'enregistrement sur lequel je vais être. OK. Donc, je vais positionner mes labels dans mon DB répéteur. Et si j'exécute mon application, alors c'est bien, ça va me permettre de montrer quelque chose. J'ai donc une erreur ici. Alors, il faut savoir, en fait, que lorsque le HTML5 Builder est installé, il y a certains clients de base de données qui sont installés par défaut. Enfin, pas les clients, les librairies des accès clients aux bases de données qui sont installées par défaut avec le HTML5 Builder. Si je m'amuse à chercher gds32.dll, je vais voir en fait que j'ai accès à une gds32.dll à une gds32.dll dans le répertoire 5.0 bin, à une gds32.dll dans le répertoire 5.0 PHP et à une gds32.dll dans le répertoire bin d'Apache. Alors attention, parce que du coup, à l'exécution et dans l'explorateur de données, il va utiliser différentes versions de ces GDS32. De la même manière, si je m'amuse à chercher FB client, qui est la DLL cliente de Firebird, par défaut, il va trouver, il l'a installé avec le HTML5 Builder, différentes DLL clients de Firebird. Et forcément, ces DLL Firebird ne sont peut-être pas forcément les dernières versions, de la même manière pour les DLL GDS32. Donc, il va falloir mettre à jour ces DLL. Il ne faut pas oublier de le faire. Attention également qu'il faut toutes les mettre à jour, tout simplement parce qu'il faut savoir que dans l'explorateur de données, et là, je pense en fait qu'il a aussi récupéré, il a pris l'accès de la DLL qui est dans les répertoires Windows, mais juste pour l'explorateur de données. Il va utiliser cette DLL. Par contre, à l'exécution, quand je vais exécuter mon application, il aura besoin de celles qui sont dans Apache et celles qui sont dans PHP. D'accord ? Donc, si vous mettez juste à jour celle qui est dans Bin, par exemple, ça pourrait fonctionner dans l'explorateur de données et ne pas fonctionner à l'exécution. D'accord ? Mais l'explorateur de données va aussi se baser, du coup, sur les autres DLL qui sont sur votre machine Windows, ce qui ne sera pas le cas à l'exécution, parce que là, on sera dans le contexte du serveur web, et donc le serveur web, il ne connaît pas forcément, lui, le répertoire Windows, ce genre de choses.
Donc il faut bien penser à mettre à jour ces DLL. Donc c'est ce qu'on va faire. Du coup, on va refermer tout ça. C'est ce que je voulais faire. Hop. Il faut que ça soit bien pris en compte. On va aller dans le répertoire programme file. On marque zéro, interbase clean. Ici, je vais avoir ma GDS 32.dll, d'accord. Et je vais aller copier ça dans programme file. Marque zéro, HTML singular, 5.0, bin, donc là. Bizarre parce que ça a l'air d'être les mêmes par contre. Comment ça s'appelle 5.0 H bin, je pense que vous avez déjà été mis à jour en fait. Ouais, donc c'est autre chose. PHP. Donc les DLL avaient déjà été mis à jour, mais pensez bien à le faire. Oui, j'avais déjà dû le faire. Par contre, du coup, forcément, quand on est dans le HTML Singular, quand je suis dans l'explorateur de données, là, il se base sur DB Express, donc sur les accès locaux à la base de données. Quand je suis dans le serveur web, lui, il ne connaît pas forcément le répertoire ANSI, programme file, et ainsi de suite. Ce qui veut dire que alors, il faut juste que je retrouve ce que c'était. On va faire un peu des consoles. Tiens, donc. Il faut qu'on peut se connecter. Ça, c'est trop fort. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis... Le service tourne bien, pourtant. Alors, disons, alors, est-ce que c'est parce qu'il y a ça aussi? On va arrêter ça. Alors, c'est pas celui-là justement que je veux.
Ok, est-ce qu'il se mélangeait pas parce qu'il y avait l'autre? C'est bon, j'ai dit, ok. Ok, donc si on revient ici, hop, ok, ça, ça, ça. Alors ça c'est fort. Qu'est-ce qui ne plaît pas? J'ai l'impression qu'ils se mélangent sur des serveurs à l'interbase. Alors, faisons le test avec Herbert. Ok. Ici, une base de données, c'est pas là. Ok. Est-ce que les services Herbert fonctionnent? Démarrer, ok. On a plusieurs versions d'intervalle, je pense qu'ils se mélangent. J'ai réinstallé la X4, je pense que j'ai pas dû faire gaffe, j'ai dû réinstaller le serveur. Donc, revenons dans le HTML5. Alors, on va faire une chose déjà aussi. Ce que j'ai fait pour la GDS32, on va le faire pour la LL Firebird, parce que je suis pas sûr que ça ait été fait. Firebird, dans le HTML5, donc on marque 0, HTML5 Builder, 5.0, bin. Donc on voit que c'est pas la même, donc on va remplacer. Ok. J'ai pensé aussi à aller remplacer dans Apache bin. Remplacer et dans 5.0, PHP. Ok. On va lancer le HTML5 Builder. Pardon, HTML5 Builder. Hop. Ça c'est bon. Et donc on a dit qu'on avait ici un exemple de build, j'ai un base de lambda. Ok, donc on va supprimer tout ça. Et ici on va aller sur Firebird, on va modifier la connexion par défaut. Hop, LDB. Tester la connexion réussie, ok. Ici, toujours pareil, je retrouve donc bien une table. On va vérifier ça. Ok. Mieux. Alors. Donc il m'a bien créé, comme on l'a vu tout à l'heure, mon database, mon composant table et mon data source. Il m'a créé mon DB répéteur. J'ai bien sélectionné le label pour les champs, donc je vais prendre first name, last name et salarié. D'accord. On a dit, on met tout ça dans le DB répéteur. Ok, je vais positionner ça. Ici, on va enlever le caption. Hein. Le caption employé, je fiche un peu. Name, last name, et salarié.
D'accord, donc les labels ont bien été mis sur le DB répéteur. J'ai mis un DB répéteur qui contient. On va mettre un auto-size à trous sur les labels. Hop. Et salaire, on va le mettre en alignement right. Ok. On a également un composant pager, d'accord, qui correspond à DB Navigator, quoi, quelque part, d'accord, qu'on pourrait utiliser. Même si on va voir dans le cas du DB répéteur, en fait, comme on met tout en dessous de l'autre, c'est pas forcément d'intérêt. Donc si j'exécute ici mon application, je vais bien me retrouver, voilà, avec mon first name, mon last name et mes différents salaires. D'accord. Donc il m'a bien répété en fait mon DB répéteur. Donc je mets ce que je veux sur mon DB répéteur. Si je voulais faire des colonnes, eh bien, on est d'accord que j'utiliserai des composants shape par exemple, pour faire des encadrements, ce genre de choses. On pourrait mettre des images, on pourrait mettre plein de choses. D'accord. Par contre, on est d'accord que dans le cas du DB répéteur, j'ai besoin de tout me construire moi-même, hein, de faire mes alignements, mes contours et ainsi de suite. Par contre, je vais pouvoir faire ce que je veux, puisque je mets ce que je veux dans le DB répéteur. Simplement, tout ce que je vais mettre là va être répété autant de fois qu'il y a de lignes dans ma table. Ici, c'est un composant table, encore une fois. Elle m'empêcherait de prendre un composant query et de sélectionner qu'une partie de ce que je vais pouvoir afficher. Par contre, on l'a dit, on a également possibilité, hein, si on l'a vu, que ça faisait partie des offres, d'avoir la Platinum Grid en une version light de la Platinum Grid de Geomitech, qui va se retrouver ici, la JT Platinum Grid. Et quand on a fait notre connexion, en fait, on a possibilité dans l'ensemble de données de sélectionner la Platinum Grid si on l'a installé, sinon on n'aura que le DB répéteur. Donc si j'enlève ça et que je prends la Platinum Grid, je reprends employé que fait un drag and drop. D'accord, par contre il m'a recréé ça, ok. Je ne suis pas sûr qu'il m'ait défini comme il faut les champs, on va tester. Donc c'est bien ici, gris, on est d'accord que du coup c'est beaucoup plus performant, enfin on est beaucoup plus de choses et c'est beaucoup plus parlant que ce qu'on peut plus rapidement qu'on fait quelque chose de sympa que ce qu'on pouvait faire avec le DB répéteur. D'accord, j'ai automatiquement la possibilité de cliquer ici pour ajouter un nouvel enregistrement. Je vois mes différentes lignes, je peux faire des drag and drop de mes colonnes pour modifier l'ordre. D'accord, je peux cliquer ici pour modifier le tri, d'accord. Je vais voir si c'est en fonction du MPNO ou du first name, et dans ce cas-là, bien classé par ordre alphabétique, d'accord. Et j'ai possibilité également de filtrer, si ici je mets 28, ok. Okay, donc il y a toute une série de fonctions, après il faudrait détailler, hein, voir, se pencher sur toutes les propriétés de la Platinum Grid. On voit qu'on a des fonctions pour dire si on autorise le delete, l'insert, l'update, ainsi de suite, savoir si on peut avoir, on peut peut-être cocher Ajax Refresh All. Il y a bien notre data source qui est là, il y a nos colonnes qui sont ici, d'accord. Donc par défaut, il va tout prendre, mais je peux aussi m'en sélectionner les colonnes que je veux. Et il y a toute une série de propriétés, bien entendu, savoir si show select colonne, voilà, il y a différents. Alors attention qu'on est dans une version light, donc on n'a pas forcément accès à toutes les fonctions. Et forcément, chez Geomitech, il y a une fonction complète de
de la grille. Et du coup, si vous avez besoin dans vos applications d'avoir une grille, on est d'accord que je vous conseillerais de passer plutôt par la Geometech grille, la Platinum grille, pardon, de Geometech. Qui sera plus performante que ce qu'on pourrait avoir juste avec le DB répéteur. Alors le Ajax Refresh All, je vais juste voir s'il n'y a pas une propriété du coup qui... Mais moi je change quand même la page. Ici je décoche un peu Ajax Refresh All. On fait bien la même chose, alors je sais pas, on peut se pencher sur les propriétés de... Alors à moins que ce soit... On va tester là, par exemple là. Bon, je sais pas, il faut se pencher sur les... Je ne connais pas par cœur toutes les propriétés de la Platinum Grid. Il faudrait se pencher dessus, savoir également ce qui est disponible dans la version light par rapport à la version complète qui existe chez Geometech. On va tester avec le changement de page, savoir ça. Changement de chaque fois. Bon, à creuser dans les propriétés du composant. Il y a pas mal de démos aussi sur le site de Geometech, donc n'hésitez pas à aller voir. Ok, donc on a vu assez simplement, en fait, on peut également rajouter dans nos applications des connexions aux données. D'accord. On voit bien qu'on fonctionne comme dans la VCL, un composant database, un composant table, vous pouvez, encore une fois, on a bien un composant ici. Un data source et des composants liés aux données via le connecté avec le data source. Et avec les drag and drop, quand j'ai défini mes connexions en base de données directement, je peux avoir mes champs ou mon ensemble de données qui correspondent. Ok, c'est l'heure de manger. J'en vois qu'ils ont déjà commencé à grignoter, donc on va s'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions? Alors, qu'est-ce qu'on a en question? Et si on met le bouton 1 embêté normal, on a aussi le rechargement complet de la page. Donc oui, ça on l'avait vu. Hein. Quand je mets un bouton, qu'il soit, hein, on a dit que button, quand je mets un bouton, donc on a vu qu'il y a le bouton type qui embêtait submit, mais si on le met en normal, même si je fais un événement qui est un événement classique PHP, donc automatiquement il y aura un rechargement complet avec le test. Quand je passe par accueil, déploiement, on peut préciser quelque part que mon serveur est sur Linux et que j'ai besoin de bibliothèque pour Linux pour pouvoir exploiter DB Express, comment ça fonctionne. Donc non, la partie DB Express en fait qui est là fonctionne pour l'explorateur de données. En fait. Pas au déploiement. Au déploiement, il utilise des librairies PHP classiques. En fait. C'est plus l'IDE qui en a besoin pour l'explorateur de données. Si je crée plusieurs pages, puis changer la page de démarrage, une propriété du projet ou non, ou son nom, index. C'est une bonne question. En fait, si je retourne sur un accueil, pardon, dans le gestionnaire de projet, ici j'ai la liste de mes unités, d'accord. Et je peux, en cliquant avec le bouton droit sur l'unité qui m'intéresse, basculer
mettre basculer le script principal. On voit qu'il y a une petite flèche verte dans ce cas-là. Ce qui veut dire que sur mon projet, après, quelle que soit l'unité sur laquelle je suis, quand je ferai exécuter, ça sera forcément cette unité-là qui sera prise en compte automatiquement. Est-il prévu dans une prochaine version l'accès DataSnap dans l'explorateur de données? Non, c'est pas prévu, parce que vous verrez que sur DataSnap, c'est beaucoup plus complexe. Il a besoin de nous générer des unités et des classes instanciées et après, donc c'est pas aussi simple que un drag and drop et ainsi de suite. Quoi. Donc, alors je sais pas, peut-être que ça y sera, mais a priori c'est pas pour le moment, c'est pas au programme. Tout compte fait, quelle est la solution à l'erreur connection rejected by remote interface? La solution, c'est tout simplement sur mon poste. Il n'y a pas longtemps, j'ai dû réinstaller la X4. Dans la X4, en fait, par défaut, il y a Interbase qui est installé. Et je pense qu'il se mélange entre cette version d'Interbase et l'autre version, parce qu'on a vu même le ID console n'arrive pas en fait à se connecter comme il faut à Interbase. Donc c'est pas lié au HTML5 Builder. Ce qui est important, c'est bien les DLL, par contre, comme on l'a montré, entre Interbase et Firebird, à bien mettre à jour dans le répertoire HTML5 Builder, mais ça avait été fait. Mais là, c'est plus une question de... Il y a plusieurs versions d'Interbase sur mon poste, et a priori, il se mélange entre les différentes versions, même l'IB console ne peut pas se connecter. Dans quelle mesure peut-on récupérer un projet existant en PHP, MySQL sous HTML5 Builder? Encore une fois, ici, ce qu'on génère dans les unités, ça reste que du PHP, même si c'est basé sur les unités qui forment la librairie de composants. D'accord? Mais rien n'empêche ici, pardon, on voit, on peut créer des fichiers HTML, des fichiers CSS et autres, donc rien m'empêcherait d'aller ouvrir des unités PHP. Ici, je peux aller ouvrir des fichiers PHP, j'ai aucun problème à aller ouvrir des fichiers PHP, même si je n'utilise pas forcément la librairie de composants, je n'ai pas de problème à aller les ouvrir et à aller les réutiliser sans problème. Je pourrais ouvrir des unités PHP sans problème. Quoi. Donc il y a une personne qui envoie un warning sur une erreur, oui, ça va être un peu... La question c'est où changer les chemins d'accès par défaut pour les mettre en dur. Par exemple, de quel chemin d'accès déjà? Sinon après, quand j'exécute mon application, d'accord, on va faire HTML5 Builder 5.0, j'ai dit il y a un serveur web qui va être lancé directement. Ce serveur web, on le retrouve ici, c'est tout simplement Apache. D'accord. Donc tout ce qui est configuration à la rigueur d'Apache que je voudrais changer, ça serait directement ici que je le changerai. C'est ce que je ferai après quand je déploierai, hein, quand j'aurai forcément un serveur Apache, un serveur web Apache sur une machine Linux par exemple, donc que je configurerai, donc ben, ça serait la même chose, simplement ce serveur Apache qui est là dans les sous-répertoires HTML5 Builder. D'accord, on va retrouver les différents fichiers de config hein, qu'on retrouve ici, donc, voilà. Donc toutes les configurations que je veux mettre en compte dans mon serveur Apache, c'est ici que je le mettrai. N'oublie pas de ressortir du HTML5 Builder et de relancer le HTML5 Builder. D'accord. De la même manière, si je voulais faire des modifications au niveau de la configuration PHP, il faudrait tout simplement que j'aille ici. Ici, j'ai tout simplement PHP. Et ça serait ici tout simplement que je modifierai. C'est que j'ai mes fichiers PHP uniques qui sont ici. Donc ce serait ici que je modifierai mes fichiers de config PHP pour pouvoir les utiliser directement. Donc le HTML5 Builder,
par défaut, intègre un serveur Apache, intègre du PHP, que vous n'aurez pas besoin de réutiliser. C'est simplement, ils sont là pour, lorsque je suis dans l'IDE, que je suis sur mon application, lorsque je suis sur mon application et que je fais exécuter, encore une fois, c'est du web, il n'y a pas de compilation. Donc là, ça se base sur mon serveur PHP qui tourne sur mon serveur Apache qui tourne sur ce port-là, et avec le PHP qui est dans les sous-répertoires de HTML5 Angular. Donc si je veux modifier les configs de PHP ou d'Apache, c'est dans ces répertoires, dans les différents fichiers de config, que je vais faire ces modifications-là. D'autres questions? Bonjour, si je comprends bien, je dois activer REST sur mon serveur Datasnap pour pouvoir faire un client avec HTML5 Angular. Donc oui, tout à fait. On le fera cet après-midi. Il faudra créer un serveur Datasnap qui utilise REST pour pouvoir l'utiliser dans le HTML5 Angular. On le fera cet après-midi. Donc, si on revient juste pour montrer dans Apache, Salut. je comprends pourquoi ça ne marchait pas chez la personne. Salut. Salut William. Ouais, moi c'est là-dedans, c'est dans ce fichier-là, en tout cas avec le frais, ça explique pas pourquoi ça bug effectivement chez cette personne, mais c'est là où en fait je ferai une rewrite rule pour dire quand ça cherche le sous-répertoire RPCL, il faut qu'il aille à tel endroit, quoi. Mais même de toute façon, ça veut dire qu'il faut qu'il soit publié dans Apache, ou alors c'est dans PHP qu'ils ont fait ce truc, mais c'est bizarre, ça m'étonne. Mais ça sera à ce niveau-là, quoi. Ouais, parce qu'après la personne précise, cerise sur le gâteau, à chaque lancement de HTML5 Angular, il me recense un nouveau package de t-shirt, ce qui fait que j'en ai plusieurs et ne peux les désactiver. Je pense que vous avez un vrai problème sur votre installation. Moi, j'essaierai de refaire une installation. Bizarre. On a bien dans... Je ne l'ai pas installé par défaut, ou alors alors pourquoi je ne l'ai pas? On a un composant t-shirt aussi, j'ai peut-être essayer de décocher l'installation, je ne sais pas. Ça m'étonne, mais bon. Ouais, c'est donc la personne. C'est bizarre les différents problèmes que vous avez. Après, c'est vrai que c'est difficile sans être sur la machine, d'arriver à comprendre un peu d'où viennent les problèmes. Ça va déjà de refaire une installation simple, classique, on vérifie que tout fonctionne bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ok, la personne précise qu'elle va profiter de la pause de midi pour désinstaller, réinstaller, et on verra après en pied. Pas d'autres questions? Vous avez faim, c'est pour ça? On va faire la pause alors. Je vais vous laisser aller manger. Ok. Donc je vais vous souhaiter un bon appétit. Et puis je vais vous donner rendez-vous tout à l'heure à 14 h. Ok, bon appétit, à tout à l'heure.